pour le moment, on ne sait pas très bien ce que les États-Unis veulent faire et ils ne vont l'annoncer qu'à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité qui va se tenir là en marge de l'Assemblée générale. Une réunion qui sera présidée par le président Obama et dans laquelle ils annonceront vraiment ce qu'ils veulent. Mais ce qui est clair, c'est que, premièrement, les États-Unis n'ont pas du tout l'intention de détruire l'Émirat islamique parce que c'est eux qui l'ont fabriqué. Ils l'ont fabriqué pour une très longue durée, qui lui ont donné des moyens particuliers dont ne disposaient pas jusqu'à présent les groupes djihadistes, et que, d'autre part, s'ils lancent une opération maintenant, la véritable cible, ça sera autre chose que l'Émirat islamique. Évidemment, ça peut être un autre État de la région, et ça peut être particulièrement la Syrie. La position de l'Arabie saoudite est très compliquée parce que depuis 35 ans, l'Arabie saoudite soutient moralement, financièrement, militairement tous les groupes djihadistes que l'on peut trouver sur la planète. Et ceci à la demande des États-Unis, puisque c'était une réponse à la révolution islamique et au fait que l'islam, et ça a été, les États-Unis ont poussé l'Arabie saoudite à soutenir militairement et financièrement la totalité des mouvements djihadistes sunnites. L'Arabie saoudite comprendre à l'État islamique, là, changement important. Ça peut se comprendre par la crainte de la famille royale saoudienne d'être une des prochaines victimes de cet Émirat islamique, dans le cadre d'un plan des États-Unis pour remplacer l'actuel gouvernement saoudien. La même. Il sait que nous avons affaire aujourd'hui à une sorte analogiquement bien sûr, à une sorte de deuxième 11 septembre. C'est-à-dire que l'on présente une organisation qui a été montée de toutes pièces, comme vient de le dire M. Messan, qui est entretenue, qui ne peut subsister qu'avec de très gros moyens et qui est appelée à cause de ses réserves, à avoir une certaine durée pour pouvoir justifier, c'est ça qui est très important, justifier la contrainte d'une coalition. Je dis bien contrainte parce qu'elle signifie deux choses. D'abord, de grouper et d'organiser les alliés des États-Unis. En premier, l'Arabie saoudite, qui depuis les accords de Kinsey, les accords de 1945, de février 1945, qui ont été renouvelés, les accords de 60 ans renouvelés, sont entièrement entre les mains des Américains. Et il s'agit donc aussi de contraindre les opposants aux États-Unis à accepter la coalition sous un prétexte humanitaire, c'est-à-dire que c'est comme si les Américains avaient deux armes, c'est-à-dire que d'une première main, qui est Daesh, voyez-vous, ils essaient de brûler la tête de leurs opposants, et d'une deuxième main, avec un autre pistolet, voyez-vous, ils forcent ces fameuses victimes à se rallier ou à neutraliser leurs efforts en s'obligeant justement à accepter la présence américaine. C'est une sorte d'opération rusée, violente, et qui, à notre avis, ne pourra pas réussir, parce que derrière cette coalition, il n'y a pas qu'une affaire régionale. Il y a une affaire, disons, beaucoup plus large, car la coalition vise, en réalité, c'est l'ensemble, c'est le morceau d'une pièce qui vise la Russie. C'est justement, comme on dit dans un proverbe chez nous, l'oreille du diable qui se pointe. Cela montre très bien ces conditions qu'il donne à l'entrée, en réalité, c'est une condition américaine. C'est le plan américain lui-même, c'est sous prétexte de lutter contre le terrorisme, c'est en réalité une mobilisation contre le Hezbollah et une mobilisation contre la Syrie. N'oublions pas, je l'ai quelquefois dit, mais je me permets de le répéter modestement, que l'affaire palestinienne ou l'affaire syrienne appartiennent au même pays. La Syrie et la Palestine et le Liban forment la même unité géopolitique qui a été découpée à la fin de l'Empire ottoman. Enfin, l'Empire ottoman pour la Palestine, c'est-à-dire, je peux parler de l'opération des mandats franco-britanniques. Et c'était une occupation, on veut refaire une autre occupation, et M. Netanyahou, je me permets de le redire encore, parce que je l'avais dit une fois, je crois une fois dernière, ça m'avait semblé un point essentiel, a dit en se retirant de la bande de Gaza, qu'il l'avait fait pour pouvoir lutter contre le terrorisme, contre Daesh. Mais en réalité, sous prétexte de lutter contre le terrorisme, ils englobent le Hezbollah, la résistance palestinienne et naturellement le régime qu'ils veulent faire tomber, car c'est un obstacle politique, le régime, ce qu'ils appellent le régime, c'est-à-dire l'État syrien. Voilà Merci exactement beaucoup. quelle est la situation. C'est une véritable ruse, je dirais une ruse
brutale. En réalité, c'est une coalition qui a des buts bien déterminés. M. Messin l'a très bien dit en début, c'est faire tomber la Syrie, faire tomber l'État syrien et briser le Hezbollah. Daesh n'est là que comme une marche, mais comme une illusion. Et elle pourra perdre certains de ses hommes, mais elle ne perdra pas son importance et son rôle nécessaire, décisif, de mercenaires des Américains. Il s'agit justement de la signification de cette coalition donnée par M. Obama, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'une mobilisation générale qui est au-delà même de la région, bien sûr qui vise le Proche-Orient, mais qui vise également donc à contraindre la Russie. Vous savez, depuis qu'il y a eu un échec, on peut dire franco-américain, avec un peu le départ des Anglais, de débarquer en Syrie, à cause de la fermeté russe, il y a une revanche à prendre des Américains de ce camp. Cette revanche se fait en Ukraine et se fait maintenant par la constitution de cette troupe terroriste. Vous savez, pour pouvoir bien comprendre ceci, il faut imaginer que les Américains ont mis au point une mécanique avec d'une part des éléments conservateurs, entre guillemets, et des éléments révolutionnaires. Les éléments conservateurs sont ceux que nous connaissons, l'Arabie Saoudite, ce qu'on appelle les régimes en place. Et ils ont créé, mais soutenus par ces mêmes régimes, des forces d'opposition radicales, qu'on appelle Al-Nosra, qu'on appelle Daesh, etc., qui prétendent lutter contre des régimes impies, des régimes mécréants, etc., mais qui en réalité forment la même unité entre les mains, justement, de ceux qui ne peuvent que les soutenir moralement, matériellement, à savoir ce camp du leadership américain. Sans eux, il ne serait rien. Mais il faut bien comprendre que cette coalition à laquelle l'OTAN appartient, à laquelle l'OTAN est invitée, comme sera invitée la Turquie comme partenaire de l'OTAN, c'est une coalition extrêmement large qui, par le Proche-Orient, vise en réalité à intimider la Russie nationale aujourd'hui et la Chine aussi. C'est exactement, disons, l'ampleur de cette coalition qu'il ne faut pas sous-estimer. On lit le document final du sommet de l'OTAN d'hier au Pays de Galles. C'est effectivement ce qui est écrit, puisque dans ce communiqué, qui est vraiment un tas de mensonges incroyables, aussi bien sur l'Ukraine, la Syrie, la Libye, c'est ahurissant à lire tellement c'est éloigné de la réalité. Le communiqué parle de soutenir une opposition modérée qui lutterait à la fois contre la tyrannie de Bachar el-Assad, c'est son expression, et contre l'émirat islamique. Mais sauf que ceci a été démontré un grand nombre de fois. Premièrement, il n'y a pas d'opposition armée modérée. L'opposition modérée, elle n'est pas armée par définition. Donc, cette opposition armée modérée, c'est simplement l'EIN, mais avec un nouveau porte-parole. Et ils changent de drapeau, mais ce sont les mêmes personnes. Donc, si les États-Unis et l'OTAN en général se mettent à dire qu'ils vont soutenir ces gens-là contre l'EIN, non, ils vont les soutenir contre l'armée arabe syrienne. C'est assez évident, en fait. Mais il faut garder en tête que tout ça est vraiment une série de mensonges. Actuellement, les États-Unis nous expliquent qu'on ne sait pas s'il y a des États qui soutiennent l'émirat islamique et que s'il y en a, ils doivent arrêter. Mais tout le monde sait qu'il y en a. D'abord, ça ne pourrait pas être autrement, parce que c'est une organisation vraiment très importante. Et ensuite, chacun peut constater qu'actuellement, le pétrole irakien qui est volé par l'émirat islamique transite à travers un pipeline, à travers la Turquie, est chargé au port de Ceyhan, s'en va par bateau en Israël, et d'Israël va en Europe, où on dit que c'est du pétrole israélien. Mais tout le monde le sait. C'est une chose établie. Donc ça nous fait au moins la Turquie et Israël qui sont impliqués dans le soutien aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, à l'émirat islamique. Et au moins un État européen, on ne sait pas lequel fait semblant de croire que c'est du pétrole israélien. Merci beaucoup. Oui, mais justement, avec Monsieur Messin, avec sa clarté habituelle, disons, tout à fait naturelle, vient de nous donner un exemple justement de cette coalition, de ce lien organique entre la Turquie, entre Israël et, disons, le mouvement qui est
de Daesh, vous voyez. C'est une, disons, le nom même de l'OTAN désigne un instrument qui a toujours été, depuis le début, entre les mains des Américains. Ça, on le sait, mais je redis encore pour nos auditeurs quel a été le sens de cette organisation, qui était de lutter contre l'entrée de la Russie en Europe, et d'abattre l'Allemagne aussi, politiquement. Et aujourd'hui, c'est ce lien de l'OTAN, disons, en territoire du Proche-Orient, poursuit le même but. Il s'agit là, si je puis dire, de favoriser de façon permanente la présence américaine sur tous les champs d'opération où ils veulent s'assurer d'un contrôle énergétique. Je crois qu'il s'agit là d'une entreprise extrêmement dangereuse, une entreprise vaste, voyez-vous, une entreprise préparée, et je suis sûr que la Russie elle-même, qui est visée finalement au fond de disons, en dernier lieu, a manifesté de la prudence dans la question ukrainienne parce qu'elle connaît, disons, l'ampleur de cette mobilisation américaine. Et je crois que la situation est naturellement beaucoup plus grave qu'il n'est dit. Il ne s'agit pas simplement, voyez-vous, de cette agitation autour des décapitations, etc. À mon avis, bon, c'est une réalité, bien sûr, nous le supposons, ces décapitations. Mais il y a là une mise en scène, voyez-vous, dramatique, pour pouvoir justement dissimuler l'ampleur de quelque chose de mûri, de méthodique, voyez-vous, et finalement qui, si on ne l'arrête pas, ne peut que conduire à un troisième conflit mondial, d'ailleurs est déjà engagé. C'est là que se joue la vérité des choses. Si les États-Unis sont sincères, alors ils doivent se coordonner avec le gouvernement syrien et contre l'Émirat islamique. Mais s'ils refusent de se coordonner avec le gouvernement syrien, alors pour attaquer l'armée arabe syrienne. Et celle-ci devra riposter. Si les avions des États-Unis viennent bombarder les cibles en Syrie en disant on bombarde l'Émirat islamique, mais qu'ils viennent bombarder des cibles de l'armée syrienne, il faudra bien que l'armée syrienne détruise ces avions. Alors ce que les États-Unis vont probablement faire, ce n'est pas prendre le risque d'amener leur aviation au-dessus de la Syrie, mais c'est transmettre leurs armes à des membres de l'EIL qui vont prendre un drapeau pour la circonstance en disant qu'ils sont membres de l'armée syrienne libre ou quelque chose comme ça. Hein, et ces gens-là vont continuer la lutte contre le gouvernement syrien. Merci. Malheureusement, elle ne peut qu'être dans le sillage américain. Nous avons une politique de suivisme, c'est-à-dire non pas seulement d'abandon, mais qui est une contrariété entière de la logique de ce qu'a fait la Ve République avec le général de Gaulle et ses successeurs. Nous sommes devenus un pays atlantiste. Monsieur Fabius, qui est le véritable chef, disons, de cette politique, obéit aux intérêts sionistes. Il obéit, disons, à... Notre pays n'a ni les moyens, ni malheureusement, ni la volonté de s'opposer. Le dernier dialogue avec l'Arabie Saoudite, à notre avis, est une préparation de cette coalition dont vient de parler M. Messan. Et je crois que la seule chose qui peut sauver la France est sa faiblesse. C'est-à-dire que si elle n'a pas les moyens, disons, de nourrir cette coalition, elle pourrait, disons, s'engager, elle pourrait, disons, diminuer son engagement. Bon, c'est une vérité de la palisse. Mais disons que nous n'avons absolument aucune illusion nous-mêmes en France quant à la capacité de médiation de la France, de capacité de politique d'équilibre, ou capacité, disons, de critiquer quoi que ce soit, cette stratégie américaine, disons, dont nous sommes devenus, comme nous étions sous la 4e République, vous voyez, une pièce ordinaire. Merci nous ne beaucoup. sommes plus qu'un pion sur le jeu d'échecs américain. Monsieur Pierre Dortillet, philosophe français spécialiste des questions internationales, merci infiniment d'être avec nous pour cette émission. Merci beaucoup pour votre analyse, comme toujours pertinente. Mes vifs remerciements vont également à monsieur Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français qui était avec nous.